Je venais d'obtenir un poste à 20 000 $ par mois quand ma mère m'a demandé de mentir à mon mari et à ma belle-mère en annonçant mon renvoi. Sans comprendre, j'ai obéi. Le lendemain matin, tout s'est éclairé. Ce faux licenciement a révélé leur vraie nature. Maman avait tout anticipé, grâce à ce mensonge, elle m'a sauvé. L'appel est arrivé un mardi matin, 7 minutes avant que mon réveil ne sonne. Je me souviens de ce détail précisément parce que j'étais déjà allongé, éveillé, depuis 1 heure, fixant le plafond bleu pâle de la chambre que je partageais avec mon mari, Daniel, l'écoutant respirer à côté de moi, lentement, régulièrement, complètement imperturbable. Tandis que mon propre cœur faisait quelque chose d'étrange et d'agité depuis la veille. Je ne pouvais pas nommer ce que c'était. Pas encore. C'était juste ce genre particulier de malaise qui vit sous les mots, qui s'installe quelque part entre vos côtes et votre estomac et refuse d'être raisonné. J'avais attribué cela au trac du nouveau travail. C'est ce que je me suis dit quand j'ai finalement coupé le son de mon téléphone et que je suis sorti du lit sans le réveiller. La voix de ma mère, quand j'ai répondu, était calme d'une manière qui m'a immédiatement fait arrêter de marcher. Elle avait une voix naturellement forte, chaleureuse, rapide, pleine de rire. Et quand elle la rendait calme, cela signifiait quelque chose. J'avais appris cela il y a des années, comme on apprend le temps qu'il fait dans l'endroit où l'on a grandi. « Clara, dit-elle, es-tu seule ?» Je suis entré dans la salle de bain et j'ai fermé doucement la porte derrière moi. « Oui, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien ne va pas, » dit-elle, puis elle marqua une pause juste assez longue pour que je comprenne que quelque chose n'allait pas. « J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Ne me contredis pas et ne pose pas de questions avant que j'aie fini. Peux-tu faire ça ?» Je me suis assise sur le bord de la baignoire. Dehors, par la petite fenêtre givrée, le ciel était du rose-gris du très petit matin. « Oui, dis-je. J'ai besoin que tu dises à Daniel et à sa mère que tu as été renvoyé de ton nouveau poste, que le contrat est tombé à l'eau, que l'entreprise a retiré l'offre. J'ai besoin que tu leur dises que tu n'as plus le travail. » Le silence qui suivit fut si complet que j'entendis le goutte-à-goutte du robinet de la cuisine à travers le mur. « Maman, tu as dit que tu écouterais. » Je serrai les lèvres. « Je sais ce que je demande, » dit-elle. « Je sais que ça semble étrange. J'ai besoin que tu me fasses confiance comme je t'ai toujours fait confiance. Dis-leur aujourd'hui avant le dîner et ce soir, quand tu seras seul, verrouille ton téléphone, appelle-me et je t'expliquerai tout. » Elle raccrocha avant que je puisse dire un mot de plus. Je suis resté dans cette salle de bain longtemps après la fin de l'appel. Le carrelage était froid sous mes pieds nus. Le genre de froid qui vous monte à travers les semelles et s'installe dans les genoux. Je me suis regardé dans le miroir au-dessus du lavabo. Mes cheveux foncés encore aplatis par le sommeil, mon visage pâle et incertain qui me regardait en retour, et j'ai essayé de comprendre ce que ma mère venait de me demander de faire et pourquoi. Le travail, mon nouveau travail, 20 000 $ par mois, ce qui était plus d'argent que je n'en avais jamais gagné de ma vie, plus d'argent que Daniel n'en gagnait, ce que j'avais discrètement compris être une chose compliquée dès l'arrivée de la lettre d'offre. J'avais accepté le poste au sein d'une entreprise appelée Meridian Analytics, une société de conseil financier qui développait agressivement ses bureaux régionaux. Mon rôle était analyste senior, un titre pour lequel j'avais travaillé 6 ans à travers 2 entreprises, une mutation latérale et un diplôme d'études supérieures que j'avais payé moi-même avec des prêts étudiants qui commençaient seulement à être gérables. L'offre était arrivée un vendredi il y a 3 semaines, et j'avais pleuré en la lisant. Pas des pleurs délicats et photogéniques, mais le genre de sanglots laids et haletants qui viennent de l'effort silencieux de plusieurs années enfin reconnu. J'avais d'abord parlé à Daniel. Il m'avait embrassé et m'avait dit qu'il était fier, et je l'avais cru, comme on croit quelqu'un quand on le veut, quand l'alternative est trop inconfortable à supporter. Sa mère, Patricia, avait appris la nouvelle lors du dîner ce dimanche-là et avait souri avec sa bouche en disant « Comme c'est merveilleux pour toi, Clara », d'un ton qui faisait que le compliment ressemblait vaguement à un avertissement. Patricia vivait à 20 minutes de là dans une maison qu'elle possédait entièrement et qu'elle gérait comme un petit empire. Elle avait 61 ans, était mince avec des cheveux argentés qu'elle tenait en un chignon bas et précis. Et elle portait la même marque de parfum floral tous les jours. Lourd, doux, légèrement trop fort, le genre qui persiste dans les meubles rembourrés pendant des heures après le départ de la personne. Elle était veuve depuis 8 ans, lorsque le père de Daniel, Robert, était décédé d'un événement cardiaque soudain à 57 ans. Depuis, elle avait organisé son monde de manière à ce que Daniel reste en son centre.
Et j'avais compris très tôt dans notre mariage que j'étais une variable qu'elle n'avait pas entièrement prise en compte dans cet arrangement. Daniel et moi étions mariés depuis 3 ans. Nous vivions dans une maison que je possédais, que j'avais possédée avant même que nous nous rencontrions, achetée avec un héritage de ma grand-mère maternelle, Elena, qui m'avait laissé la compte ainsi qu'une note manuscrite disant « Ceci est à toi. Garde le tien ». Je n'avais pas entièrement compris ces mots à l'époque. Je commençais à le faire. J'aimais Daniel. Je veux être honnête à ce sujet car cela compte pour comprendre tout ce qui a suivi. Il était réfléchi et drôle, d'une manière sèche et discrète qui m'avait fait tomber amoureuse de lui lors d'un barbecue entre amis il y a 4 ans. Il était architecte paysagiste qui aimait sincèrement son travail, qui rentrait chez lui avec de la terre sous les ongles et parlait de schémas de drainage et de plantations indigènes avec un enthousiasme discret que je trouvais entièrement attachant. Ce n'était pas un homme mauvais, mais il y avait des choses que j'apprenais lentement, à contre-cœur, la façon dont il devenait très silencieux lorsque Patricia entrait dans une pièce. La façon dont ses opinions sur certains sujets avaient l'habitude de migrer vers les siennes sans qu'il semble s'en apercevoir, la façon dont, à 3 reprises distinctes au cours de notre mariage. Il m'avait dit que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne l'étaient lorsque ce que je faisais réellement était d'objecter à quelque chose que sa mère avait dit ou fait. Je m'étais dit que c'était gérable, que toutes les familles avaient des frictions, que l'amour était une pratique, pas une condition, et que nous continuions à nous découvrir l'un l'autre. Je me suis habillé ce matin-là dans la lumière grise et calme, écoutant Daniel suivre sa propre routine dans la chambre. J'ai fait du café. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé le bouleau dans le jardin arrière perdre quelques dernières feuilles jaunes sur l'herbe. Et j'ai pensé à la voix de ma mère au téléphone, ce calme contrôlé particulier. Et j'ai pris ma décision. Je ferai ce qu'elle demandait parce qu'en 40 ans, ma mère ne m'avait jamais demandé de faire quelque chose sans raison. Et parce que le malaise que je portais depuis la veille n'avait pas disparu. Il avait, si quelque chose, pris plus de poids depuis son appel, pris une forme spécifique, comme le brouillard se résout parfois, sous un certain angle de lumière, en quelque chose que l'on reconnaît comme un repère. Daniel mangeait des toasts à l'îlot de la cuisine quand je suis arrivé avec mon café. Il leva les yeux et sourit, ce sourire matinal facile que j'aimais, et je sentis le poids de ce que j'étais sur le point de dire s'installer dans ma poitrine comme une pierre. « J'ai quelque chose à te dire, dis-je. » Il posa son toast. Quelque chose dans ma voix l'a peut-être fait prêter attention. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais la surface de mon café. Méridian a appelé hier après-midi. Il retire l'offre. Restructuration budgétaire. Le poste a été supprimé avant même de commencer. Je ne commencerai pas lundi. Le silence qui suivit eut une texture particulière. Le visage de Daniel passa très rapidement par plusieurs expressions. Surprise, inquiétude, et puis autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer et qui n'était aucune de ces choses. « Clara, dit-il, mon Dieu, je suis tellement désolé. » Il contourna l'îlot et me prit dans ses bras et je le laissai faire. Et par-dessus son épaule, je regardais le boulot à travers la fenêtre et gardais mon visage très immobile. « C'est bon, dis-je. C'est décevant, mais ça ira. » Ont-ils dit pourquoi? Y a-t-il quelque chose que nous puissions? Non, c'est fait. Je voulais juste que tu saches. Il me serra un instant de plus, puis son téléphone vibra sur le comptoir. Il y jeta un coup d'œil, un réflexe involontaire, et je vis sa mâchoire se crisper légèrement avant qu'il ne retourne l'écran. Qui était-ce? Demandai-je. Rien. Un truc de boulot, dit-il en reprenant son toast. Veux-tu que j'appelle maman? Elle connaît peut-être quelqu'un à... Non, dis-je plus rapidement que je ne l'avais voulu. S'il te plaît, non. Pas encore. Je veux juste y réfléchir un jour. Il hocha la tête. Il dit, bien sûr. Il dit tout ce dont j'avais besoin. Et quand il partit travailler 40 minutes plus tard, m'embrassant sur la joue à la porte, je restais dans l'entrée et regardais sa voiture reculer de l'allée et je pensais qu'il lui avait envoyé un message avant que la porte ne se referme derrière lui. Je savais qu'il l'avait fait. Je suis retourné à l'intérieur. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai attendu que la journée passe. Patricia a appelé à 11h15. Je m'y attendais, j'étais assise avec mon téléphone sur la table devant moi, regardant l'écran comme s'il pouvait mordre. Et quand son nom est apparu, j'ai répondu aux deuxième sonnerie avec la voix que j'avais répétée dans ma tête toute la matinée. Clara, ma chérie.
Sa voix était chaleureuse d'une chaleur spécifique que j'avais appris à reconnaître comme intentionnelle. La chaleur de quelqu'un qui a décidé d'être chaleureux et exécute cette décision. Daniel m'a appris la nouvelle. Je suis tellement désolé. Ça a dû être un tel choc. Oui, dis-je. Merci d'avoir appelé, Patricia. Bien sûr que j'ai appelé. Nous sommes une famille, une petite pause. Tu sais, je pensais que c'était peut-être le bon moment pour nous asseoir et avoir une conversation que je voulais avoir depuis un moment à propos de la maison. Ma main se serra sur le téléphone. La maison, dis-je, gardant ma voix légère et confuse de la manière que ma mère m'avait toujours dit être ma meilleure compétence sociale. Tu as le don de donner l'impression de ne pas savoir les choses, avait-elle dit un jour il y a des années, à moitié en riant. Utilise-le sagement. Eh bien, maintenant que ta situation de revenu a changé, dit Patricia, et il y avait une fluidité dans la transition, une qualité répétée, je réfléchissais à la façon dont nous pourrions restructurer un peu les choses pour le bénéfice de tous. Le prêt immobilier, l'équité, il y a des options qui pourraient vous faciliter la tâche financièrement. J'aimerais m'asseoir et les examiner avec toi. Je connais un excellent conseiller financier, très discret. C'est très gentil de ta part, dis-je. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, ma chérie. Prends tout le temps dont tu as besoin. Une autre pause, plus douce cette fois, avec une texture comme du velours sur du fer. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour mon fils et pour toi, naturellement. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté très immobile pendant très longtemps. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un seul message texte à ma mère. Je comprends maintenant. Appelle-moi ce soir. Elle a appelé à 21h15 après que Daniel soit allé se coucher. J'étais dans le jardin, assise sur la chaise de jardin que je gardais près du vieux mur de pierre, enveloppé dans un manteau, l'air d'automne froid et vif et imprégné de l'odeur de feuilles mouillées et de fumée de bois lointaine. Le ciel au-dessus du bouleau était clair et rempli d'étoiles, le genre de ciel qui ressemble à une promesse ou à un avertissement selon l'endroit où l'on se trouve dans sa vie. Dis-moi tout, dis-je quand elle répondit. Ma mère, qui s'appelait Nadia, et qui était née à Kiev et avait vécu dans ce pays pendant 33 ans, et qui avait survécu à des choses que je ne connaissais que partiellement, prit une lente inspiration. Il y a 3 jours, dit-elle, ta tante Vera m'a appelé. Vera était la sœur aînée de ma mère. Elle travaillait comme notaire. Elle avait vécu dans la même ville que Patricia pendant près d'une décennie, une coïncidence géographique à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé jusqu'à ce moment. Patricia est venue au bureau de Vera. Ma mère a dit qu'elle ne savait pas que Vera était ma sœur. Patricia a un nom de famille différent du mien. Et Clara, tu as aussi un nom différent du mien, puisque tu as pris celui de Daniel. Elle n'avait aucune raison de nous relier. Une pause. Elle est venue faire notarier des documents. Vera a géré le rendez-vous, et quand Vera a vu les documents, elle m'a appelé. Les étoiles au-dessus du boulot étaient très brillantes et très immobiles. Quel document, dis-je. Une procuration financière, dit ma mère. Sur ta maison, signée à ton nom. Le froid de la chaise de jardin me transperça le manteau. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais, tu ne l'as pas signé, dit ma mère. Quelqu'un a forgé ta signature, et la personne qui l'a apportée pour la notarisation était Patricia. Vera a refusé de la notarier. Elle a immédiatement vu que ce n'était pas correct, et elle a utilisé le délai comme excuse pour photographier le document avec son téléphone avant de demander à Patricia de revenir. La voix de ma mère était toujours calme, toujours contrôlée, comme elle l'avait été au téléphone ce matin-là. Et sous le contrôle, j'entendais quelque chose que je reconnaissais comme la fureur particulière d'une femme qui protégeait son enfant avant même que cet enfant ne puisse comprendre qu'il avait besoin de protection. Elle m'a envoyé la photo. Je l'ai. Je ne dis rien. Je regardais le boulot. Son écorce blanche captait la lumière des étoiles et brillait faiblement dans l'obscurité. La raison pour laquelle j'avais besoin que tu dises que tu avais perdu ton travail, continua ma mère, c'est parce que je crois qu'ils attendaient ta première paie. Je crois qu'il y a un plan, Patricia, et peut-être Daniel, pour accéder à tes biens une fois que tes revenus seraient établis et que ta garde serait baissée. La procuration sur la maison était le premier pas. Le conseiller financier qu'elle a mentionné, je parierais tout ce que je possède qu'il n'est pas indépendant. Depuis combien de temps le sais-tu, demandai-je. 3 jours, dit-elle. J'ai passé ces 3 jours à m'assurer de comprendre ce que je voyais avant de venir te voir.
Je ne voulais pas me tromper. Une autre pause. Je ne me trompe pas, Clara. Je fermai les yeux. L'air froid circulait dans le jardin. Quelque part dans la rue, un chien aboyait. Régulier, rythmique, insistant, comme quelque chose qui essaie d'être entendu. « Qu'est-ce que je fais » dis-je. « Demain matin » dit ma mère. « Tu vas appeler une avocate. J'ai un nom pour toi. Elle est spécialisée en droit de la propriété familiale, et elle sait déjà qu'elle doit s'attendre à ton appel. Je lui ai parlé cet après-midi. Tu vas apporter tout, l'acte de propriété de la maison, ton certificat de mariage, tous les documents financiers auxquels tu peux accéder ce soir sans que Daniel ne voie, et ensuite tu ne feras rien d'autre tant que tu ne lui auras pas parlé. Et Daniel, dis-je. Le silence qui suivit fut sa propre sorte de réponse. Appelle d'abord l'avocate, dit ma mère. J'ouvris les yeux. Le bouleau se tenait blanc et immobile dans le jardin sombre, le même arbre qui était là quand j'avais acheté la maison, quand j'y avais emménagé seul, et que j'avais planté des bulbes le long du mur de pierre et m'étais dit que c'était le début de quelque chose de solide, de durable et de mien. D'accord, dis-je. Clara. Sa voix changea légèrement, le contrôle toujours présent, mais quelque chose de plus chaleureux en dessous. Quelque chose qui avait été là chaque jour de ma vie sans interruption. Tout ira bien. Je te le promets. Je la crus. J'avais appris pendant 40 ans que les promesses de ma mère étaient la seule monnaie qui ne se dévaluait jamais. L'avocate s'appelait Margaret Holloway, et elle avait un bureau au 4e étage d'un immeuble du centre-ville qui sentait le vieux papier, le café fort et quelque chose de légèrement médicinal, comme un endroit où les choses difficiles étaient traitées avec précision et sans sentiment. Elle avait une 50aine d'années, compacte, avec des cheveux gris coupés courts et des lunettes de lecture poussées sur son front qu'elle ne semblait jamais utiliser pour lire. Elle me serra la main quand j'arrivai mercredi matin, me montra une chaise en face de son bureau et dit sans préambule, « Votre mère dit que vous avez une situation. Racontez-moi tout depuis le début, et n'omettez rien parce que vous pensez que c'est trop insignifiant. » Je n'avais pas dormi. J'avais passé la nuit à me déplacer silencieusement dans la maison après que la respiration de Daniel se soit régularisée et approfondie dans le sommeil, me déplaçant comme on se déplace dans un endroit que l'on reconsidère. Le voyant avec l'attention particulière et aiguisée de quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose. J'avais trouvé nos dossiers financiers dans l'armoire de la 2e chambre que Daniel utilisait comme bureau à domicile, une armoire qu'il avait toujours gardée organisée, et où j'avais, je le comprenais maintenant, été subtilement découragé de passer beaucoup de temps. Pas ouvertement découragé. Rien avec Daniel n'était jamais ouvert. C'était plutôt la façon dont il mentionnait, si j'étais là, qu'il s'occupait des dossiers, que je n'avais pas à me soucier de la paperasse, que l'organisation était quelque chose dans lequel il était bon, et que je devrais le laisser s'en charger. Et j'avais accepté cela, m'en étais même senti reconnaissante, parce que j'étais occupé, et que cela semblait une répartition raisonnable du travail domestique, et je n'avais pas regardé assez loin sous le caractère raisonnable pour trouver ce qui s'y trouvait. Qu'est-ce qui s'y trouvait? 3 mois de relevé bancaire d'un compte joint que j'avais largement oublié, un compte secondaire que nous avions ouvert au début de notre mariage pour les dépenses ménagères partagées, et dans lequel je transférais un montant mensuel fixe depuis mon compte principal via un paiement automatique. Le compte que je vérifiais régulièrement était mon compte principal. Ce compte secondaire, je ne l'avais pas regardé depuis plus d'1 an. Les relevés montraient des virements réguliers et incrémentaux, pas assez importants individuellement pour signaler quoi que ce soit. $200 ici, $350 là. Se déplaçant du compte joint vers un compte que je ne reconnaissais pas notre compte hypothécaire, pas nos économies, un numéro de routage que je ne connaissais pas. J'avais tout photographié avec mon téléphone, mes mains stables d'une manière qui me surprit. Et puis j'étais retourné au lit, allongé dans l'obscurité à côté de Daniel, et j'avais regardé le plafond et senti quelque chose bouger et s'installer en moi. Quelque chose qui avait été liquide et effrayé, devenant progressivement, dans l'obscurité silencieuse, plus comme de la pierre. Margaret écouta tout sans m'interrompre. Elle regarda les photos sur mon téléphone, les images que ma tante Vera avait envoyées à ma mère, les relevés bancaires, l'acte de propriété de la maison que j'avais sorti du classeur de mon propre bureau, et elle posa 3 questions précises et ciblées. Et puis elle posa ses lunettes sur le bureau, croisa les mains et dit, « La procuration falsifiée est votre problème le plus important à court terme parce que si elle avait été dûment notariée et enregistrée, Patricia aurait eu l'autorité légale pour prendre des décisions financières concernant votre propriété. Le refus de votre tante Vera de la notarier vous a fait gagner du temps.
Mais le document existe. Nous devons agir avant qu'il n'essaie un autre notaire. Peuvent-ils faire ça, dis-je. Oui, et ils ont peut-être déjà essayé. Le document lui-même, la falsification, est un crime. La question est de savoir si nous le signalons immédiatement et déclenchons une enquête criminelle ou si nous sécurisons d'abord vos biens et utilisons les preuves stratégiquement dans toute action civile. Ultérieure. Elle me regarda par-dessus ses mains croisées. C'est une décision que vous devrez prendre. Mais avant de la prendre, je veux en savoir plus sur le rôle de votre mari. Vous avez dit que vous aviez trouvé les virements du compte joint. Oui. Son nom est-il sur le compte? Nos deux noms. Alors, transférer de l'argent d'un compte joint n'est légalement pas un vol. Ce que cela peut être, c'est une dissipation d'actifs matrimoniaux, ce qui est pertinent dans une procédure de divorce. Elle prononça le mot sans l'adoucir, et je restai assise sur la chaise devant son bureau sans détourner le regard. Je ne vous dis pas quoi faire de votre mariage. Je vous dis ce que la loi voit. Envisagez-vous le divorce? Je pensais au téléphone de Daniel retourné sur le comptoir de la cuisine. Je pensais à la façon dont il était devenu très silencieux quand je lui avais dit que j'avais perdu mon travail. Non pas avec sympathie, je le comprenais maintenant, mais avec autre chose, quelque chose qui traitait l'information par rapport à un plan existant. Je pensais aux 3 mois de petits virements et aux comptes secondaires avec le numéro de routage inconnu et la façon dont il avait dit « Je veux juste que tout le monde soit heureux ». Aux occasions où Patricia avait outrepassé les bornes, comme si le bonheur était un problème de géométrie avec une solution unique et propre, et que tout inconfort que je ressentais n'était qu'un échec de mes calculs. Je ne sais pas encore, dis-je. Margaret hocha la tête comme si c'était la bonne réponse. Alors voici ce que nous faisons aujourd'hui, dit-elle. Et elle ouvrit un bloc-notes juridique jaune et nous commençâmes. La première chose qu'elle fit fut d'envoyer une communication d'urgence au bureau du greffier du comté, signalant le document potentiellement frauduleux et suspendant toute modification du titre de ma propriété pendant l'examen de l'affaire. Ceci, expliqua-t-elle, était une mesure de protection standard dans les cas de fraude suspectée à l'acte, et cela pouvait être fait rapidement. Cela n'empêcherait pas Patricia d'essayer ailleurs, mais cela fermait la porte la plus immédiate. La deuxième chose qu'elle fit fut de me référer à un expert comptable judiciaire, un de ses collègues, un homme calme nommé Steven, qui travaillait depuis un bureau 2 étages plus haut dans le même immeuble, et qui, lorsque Margaret l'appela directement depuis son téléphone de bureau pendant que j'étais assise en face d'elle, dit qu'il pouvait me voir dans l'heure. Il avait une façon de parler des irrégularités financières comme un médecin discute d'un diagnostic, avec un calme complet et une absence totale de jugement que je trouvais inopinément profondément rassurante. Steven regarda les photographies de mon compte pendant moins de 10 minutes avant de dire « Ces virements vont vers le même compte depuis 14 mois. Les montants varient pour éviter les algorithmes de détection de schémas dans la détection de fraude bancaire standard, mais le numéro de compte de destination est cohérent. J'aurai besoin d'une autorisation pour accéder à votre historique bancaire complet, mais d'après ce que je vois ici, vous parlez de quelque part entre 8 000 et 12 000 $ déplacés sans votre connaissance ou consentement sur cette période. 8 à 12 000. Je restais assise dans le bureau de Steven et regardais la pluie commencer à tomber sur la fenêtre derrière son bureau et fis l'arithmétique de ce que cela signifiait. Pas seulement en dollars, mais dans les 14 mois de soirées ordinaires que j'avais passées dans ma cuisine, mon jardin et mon lit, croyant comprendre la vie que je vivais. Le compte de destination, dis-je, pouvez-vous trouver qui en est le propriétaire? Avec l'autorisation légale appropriée. Oui, dit-il. J'ai un soupçon raisonnable basé sur le contexte que votre avocate m'a donné, mais je veux la documentation avant de le dire formellement. Quel est votre soupçon raisonnable, dis-je. Il me regarda un instant puis dit doucement. Que le compte appartient à un membre de la famille de votre mari, peut-être sa mère. Je regardai la pluie. Procurez-moi la documentation, dis-je. J'étais rentré à la maison vers 14 heures. La voiture de Daniel n'était pas dans l'allée. Il avait une visite de chantier le mercredi qui le gardait généralement jusqu'à 18 heures, et la maison était silencieuse comme les maisons le sont quand elles ont absorbé des secrets et qu'elles commencent peut-être maintenant à les libérer. Je restai un instant dans l'entrée, mon manteau toujours sur moi, mon sac sur l'épaule, et je regardais la maison avec les yeux de Margaret, les yeux de Steven et les yeux de ma mère. Le couloir que j'avais peint moi-même, l'escalier que j'avais remis à neuf l'été avant notre mariage. La lumière des fenêtres d'entrée tombant sur le sol en pâle parallélogramme d'hiver. Ceci est à toi. Garde le tien.
Ma grand-mère l'avait écrit dans une note qu'elle m'avait glissée dans la main lors d'une réunion de famille 4 ans avant sa mort, avec le chèque qui était devenu l'acompte de cette maison. C'était une femme pratique, Elena, une femme qui avait traversé des choses qui lui avaient appris à comprendre la différence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils voulaient dire, entre ce qui était donné et ce qui n'était qu'un prêt. J'avais encadré la note et la gardé sur l'étagère de la bibliothèque dans le bureau, et j'y suis allé maintenant, je l'ai décroché et l'ai tenu un instant, le papier doux à force d'être manipulé, l'encre légèrement effacée. J'ai pensé à ce que ma mère avait dit la veille. Elle m'a sauvé. Non, c'est ce que je lui avais envoyé par SMS, et elle avait simplement répondu, pas encore, mais nous le ferons. Je remis la note encadrée sur l'étagère. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait du thé et je me suis assise à la table où j'étais assise ce matin-là et j'avais dit à Daniel le mensonge que ma mère m'avait demandé de dire. Et j'ai réfléchi très attentivement à ce que je savais et à ce que je devais encore savoir et à ce que j'allais faire. Quand Daniel est rentré à 18h, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, mais le texte disait « C'est Vera. Votre mère m'a dit que je pouvais vous joindre directement. J'ai autre chose. Appelez-moi quand vous serez seul. » J'ai appelé immédiatement. La voix de Vera était plus grave que celle de ma mère, plus rauque sur les bords, avec un accent légèrement plus prononcé. Elle était venue dans ce pays plus tard. Elle alla droit au but sans cérémonie. Quand Patricia est venue à mon bureau, dit-elle, elle n'était pas seule. J'ai dit à votre mère qu'elle était venue seule parce que quand j'ai parlé à votre mère, j'étais concentré sur le document et je ne pensais pas que l'autre détail était significatif. Mais j'y ai pensé depuis et je pense que c'est significatif. Qui était avec elle, dis-je. Une jeune femme, une trentaine d'années peut-être. Patricia l'a présentée comme une amie qui l'aidait avec des papiers. La femme a attendu dans la zone de réception pendant que Patricia venait à mon bureau. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Une pause. Mais ce matin, je pensais au document, à la signature dessus. Et je me suis souvenu que la femme avait un sac avec elle, un grand sac fourre-tout. Et pendant que Patricia était à mon bureau, la femme a sorti quelque chose du sac, l'a regardé un instant et l'a remis. Je n'ai pas vu clairement ce que c'était, mais c'était un document d'une sorte. Des papiers pliés. Vous pensez qu'elle avait une copie, dis-je. Ou une autre version? Je pense que Patricia n'est pas venue à mon bureau pour faire notarier la seule copie, dit Vera. Je pense qu'elle est venue en faire notarier une parmi plusieurs, et la femme avec elle était là pour gérer les autres. Je posai mon thé. Il était encore chaud, de la vapeur s'élevant en un mince filet pâle dans la lumière de la cuisine. Dehors, par la fenêtre, le bouleau était maintenant dénudé, ses branches blanches bougeant légèrement dans le vent, comme des doigts éplant quelque chose dans une langue que je commençais tout juste à apprendre à lire. Vous souvenez-vous à quoi ressemblait la femme, dis-je. Oui, dit Vera. Et puis elle la décrivit. Et je sus avant qu'elle n'ait fini la moitié de la description exactement qui était la femme. Son nom était Johanna, et c'était la cousine de Daniel. Je l'avais rencontrée 2 fois, une fois lors d'un dîner de famille peu après que Daniel et moi nous soyons fiancés, et une fois à Noël il y a 2 ans. C'était une femme calme qui travaillait dans l'immobilier, m'avait-on dit, avec un air de compétence générale et une façon d'observer une pièce sans en avoir l'air. Je n'avais pas détesté. Je n'avais pas beaucoup pensé à elle du tout. Elle avait existé dans ma conscience périphérique de la famille de Daniel comme plusieurs personnes le faisaient. Présente, notée, pas particulièrement examinée. Elle travaillait dans l'immobilier. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai réfléchi à cela et à la voix de Patricia au téléphone ce matin-là, un merveilleux conseiller financier, très discret, et au compte de destination que Steven allait retrouver. Et à la procuration falsifiée qui avait été apportée au bureau du notaire de ma tante par une femme qui travaillait dans l'immobilier et qui était arrivée avec des documents supplémentaires dans son sac. Et j'ai senti la forme du plan se clarifier devant moi, comme une image se résout quand on trouve la bonne focale. Ils n'avaient pas prévu de s'arrêter à un seul document. Ils avaient construit un dossier, une piste écrite qui, prise ensemble, donnerait à Patricia l'autorité légale et financière sur ma propriété qui positionnerait la maison pour une transaction que Johanna, avec son expérience immobilière, faciliterait ensuite. La procuration était la clé. Une fois celle-ci en place, le reste suivrait. Et le timing n'était pas une coïncidence. Ils attendaient que mes revenus augmentent, attendant le moment où mon profil financier rendrait l'actif digne de l'effort,
attendant exactement le genre de levier qu'un salaire à 6 chiffres et une maison avec une équité substantielle offrait. Et Daniel, j'ai pensé à Daniel, et je me suis forcé à penser à lui clairement, sans l'adoucissement que l'amour applique aux vérités inconfortables. J'ai pensé au téléphone retourné sur le comptoir. J'ai pensé aux 14 mois de virements incrémentaux vers un compte dont j'étais presque certaine qu'il appartenait à sa mère. J'ai pensé à la façon dont il avait géré nos finances discrètement, avec compétence, avec une douceur que j'avais prise pour de la considération et que je comprenais maintenant pouvait être tout autre chose. J'ai pensé à la nuit où il avait fait sa demande en mariage sur un pont au-dessus de la rivière près de mon appartement avec une bague qui avait appartenu à sa grand-mère et comment il avait dit « Je veux construire une vie avec toi ». Et comment j'avais cru complètement qu'il voulait dire ce que je pensais qu'il voulait dire. Au moment où j'ai entendu sa voiture dans l'allée à 18h12, j'avais pris 3 décisions. J'avais envoyé 2 emails. J'avais reçu une confirmation. Et j'avais réorganisé mon visage pour qu'il ressemble à celui d'une femme à la maison, triste à propos de son travail, préparant des pâtes pour le dîner, et qui avait passé une journée tranquille à la maison sans rien faire de particulier. La porte d'entrée s'ouvrit. Daniel m'appela. Je lui répondis depuis la cuisine. Il entra, sentant l'air froid et la terre, et je l'entendis accrocher son manteau. Et j'entendis, parce que j'écoutais maintenant, écoutant tout, le bref son étouffé d'une notification de téléphone, et les 30 secondes de silence qui signifiaient qu'il lisait quelque chose, et la façon dont ses pas, quand ils reprirent, étaient juste légèrement plus délibérés qu'ils ne l'avaient été auparavant. Ça sent bon, dit-il en entrant dans la cuisine. Des pâtes, dis-je. Comment était le chantier? Bien, dit-il. Vraiment bien, en fait. Le plan de drainage s'est mis en place. Il se pencha et m'embrassa la joue, et je sentis le froid de l'air extérieur encore sur sa peau. Comment vas-tu? La journée a probablement été difficile. Ça va, dis-je. Je crois que j'avais besoin de cette journée tranquille. Bien. Il ouvrit le réfrigérateur, sortit une bière et s'appuya contre le comptoir. Maman m'a appelé, au fait. Elle a dit qu'elle t'avait parlé de l'idée du conseiller financier. Elle l'a fait, dis-je en remuant la sauce. Qu'en as-tu pensé? J'ai réfléchi à la question et à la façon dont il l'avait formulée. Qu'en as-tu pensé? Comme s'il s'agissait d'une offre neutre, un acte d'entraide familiale sans sous-texte, sans architecture sous-jacente. J'ai pensé au bloc-notes juridique jaune de Margaret Holloway. J'ai pensé à la voix de Vera au téléphone. J'ai pensé à la note de ma grand-mère sur l'étagère de la bibliothèque. Je pense que cela pourrait valoir la peine d'être examiné, dis-je. J'aimerais en savoir plus sur qui est ce conseiller. Les épaules de Daniel se détendirent presque imperceptiblement. Je demanderai les détails à maman, dit-il. Super, dis-je, et je lui souris par-dessus la marmite à pâtes. Et c'était le sourire le plus cher que j'ai jamais donné à qui que ce soit dans ma vie, et il n'en avait aucune idée. Ma mère est arrivée jeudi matin. Elle avait roulé 4 heures depuis l'endroit où elle vivait, ce qu'elle n'avait pas mentionné quand nous nous étions parlé au téléphone mercredi soir. Elle a simplement apparu à ma porte à 9h15 avec un sac en toile et un contenant du gâteau au citron qu'elle faisait d'une recette qui avait appartenu à sa propre mère. Et quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue debout là dans la pâle lumière du matin, j'ai compris qu'elle avait décidé que c'était quelque chose pour quoi elle devait être présente. Pas seulement une voix au téléphone, présente en personne, dans la maison, comme elle l'avait toujours été pour les choses importantes. Je l'ai laissée entrer sans parler. Elle a posé le gâteau sur le comptoir de la cuisine et a regardé autour de la cuisine, le boulot à travers la fenêtre, le saladier de pâtes encore sur l'égouttoir de la veille. Et puis elle m'a regardé, et son expression a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle évaluait toute l'ampleur d'une situation. Elle est devenue très calme et très concentrée, comme l'eau se calme avant de réfléchir clairement. Où est-il, dit-elle. Au travail, dis-je. Il part à 8 heures. Elle hocha la tête. Bien. Assieds-toi. Dis-moi tout ce que tu as découvert hier. Alors, je lui ai raconté. Je lui ai parlé de Margaret et du blocage du titre, de Steven et des 14 mois de virement, du deuxième appel de Vera et de l'expérience immobilière de Johanna et du sac rempli de documents supplémentaires dans la salle d'attente du notaire. Ma mère écouta tout cela à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse de café et le visage très immobile. Et quand j'eus fini, elle resta silencieuse un instant, puis elle dit « Combien l'aimes-tu encore »
La question fut comme une clé dans une serrure dont je n'avais pas soupçonné l'existence. Je la sentis tourner. Je ne sais pas comment séparer ce que j'aime de ce que je pensais qu'il était, dis-je. Ce n'est pas la même chose que de ne pas l'aimer. Non, acquiesçai-je. Ce n'est pas le cas. Ma mère regarda son café. Quand ton père est parti, dit-elle, et elle le dit comme elle le disait toujours, simplement, sans apitoiement, comme un fait parmi d'autres faits. Je ne me suis pas demandé si je l'aimais encore. Je connaissais déjà la réponse. Ce que je me suis demandé, c'est, combien mon amour m'a-t-il coûté? Et allais-je continuer à payer? Elle leva les yeux vers moi. Tu trouveras ta propre réponse à cette question. Mais j'ai besoin de savoir aujourd'hui dans quelle direction tu te penches parce que cela affecte ce que nous faisons ensuite. Je pensais aux épaules de Daniel se détendant quand j'avais dit que j'envisagerais le conseiller financier. La façon dont le soulagement avait traversé son corps comme un courant qu'on allume. La façon dont il avait dit, je demanderai les détails à maman, avec une telle aisance naturelle, non pas comme quelqu'un qui joue l'innocence, mais comme quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé de remarquer la différence entre protéger sa femme et protéger le plan de sa mère. Je me penche, dis-je prudemment, vers la compréhension de toute l'étendue de ce qui s'est passé avant de prendre toute décision concernant le mariage. Mais je ne me penche pas vers la prétention que rien de tout cela n'est réel, et je ne me penche pas vers la protection de quiconque a participé à cela à mes dépens. Ma mère hocha lentement la tête. Alors voici ce que je pense que nous faisons aujourd'hui. Ce qu'elle pensait que nous devions faire était élégant à la manière des plans élaborés par des gens qui ont eu le temps de réfléchir attentivement et dont l'amour a eu le temps de devenir tactique. Patricia m'avait demandé de rencontrer le conseiller financier. Je devrais accepter cette réunion, mais Margaret devrait en être informée à l'avance, et Steven aurait dû avoir le temps, d'ici là, de confirmer la propriété du compte de destination. Si le conseiller financier était lié à Patricia ou à Johanna, cette connexion serait juridiquement importante. Nous devions faire croire à Patricia que le plan était toujours en cours, que j'étais complaisante, que la fausse perte d'emploi avait atteint son effet psychologique escompté. Pendant ce temps, ma mère avait une information supplémentaire qu'elle ne m'avait pas encore donnée, qu'elle me donna maintenant à la table de la cuisine, par-dessus le gâteau au citron qu'elle coupa et plaça devant moi comme si nous avions simplement une matinée ordinaire ensemble. Ce qui était en partie ce qui la rendait remarquable. La capacité de supporter le poids d'une crise et de couper quand même le gâteau. Vera m'a dit encore une chose hier soir, dit-elle. Après que tu aies parlé avec elle, elle m'a appelé séparément. Elle ne voulait pas te le dire avant que j'aie eu l'occasion. Elle me regarda fixement. La femme qui est venue avec Patricia, Johanna. Vera l'a reconnue, non pas pour l'avoir déjà vue, mais par un nom. Elle fit une pause. Sur l'un des documents dans le dossier de Patricia, Vera a aperçu un fragment lorsque Patricia a ouvert le dossier sur mon bureau. Il y avait un deuxième nom sur le document de procuration. Pas seulement le tien. Il y avait un bénéficiaire désigné pour l'autorité, la personne qui recevrait le pouvoir de décision sur la propriété. Patricia, dis-je. Non, dit ma mère. Daniel. La cuisine était très silencieuse. Le boulot bougeait dans le vent dehors. L'horloge au mur au-dessus de la cuisinière tic-tac pendant 5 secondes entières. Il savait, dis-je. Il ne savait pas juste, dit ma mère doucement. Il était le bénéficiaire. Le plan était de lui donner l'autorité légale sur ta propriété par le biais de la procuration, présentée comme une mesure de protection conjointe, et ensuite, une fois cette autorité établie, pour Patricia, agissant comme sa conseillère, d'en diriger l'utilisation. Elle croisa les mains sur la table. Ce n'était pas sa mère agissant seule et son fils échouant à l'arrêter. C'était construit pour lui. Il n'a peut-être pas compris tous les mécanismes juridiques, mais il a compris la direction. Je regardais le gâteau au citron sur mon assiette. Ma grand-mère avait appris à ma mère à faire ce gâteau. Ma mère me l'avait appris. Certaines choses se transmettaient propres et entières de génération en génération sans être gâtées. Il a compris la direction, répétai-je. Oui, dit ma mère. Je ne pleurais pas. Je veux le noter non pas comme un point de fierté mais comme une chose vraie car je pense qu'il y a une idée fausse selon laquelle l'absence de larmes dans des moments comme celui-ci signifie l'absence de sentiments. Et ce n'était pas cela. Ce que c'était plutôt le moment où une très longue exposition au froid finit par dépasser la peau et atteint quelque chose de plus profond. Non pas un engourdissement, mais une nouvelle sorte de clarté, une vision dépouillée.
J'ai regardé la cuisine autour de moi, et je l'ai vue très clairement. J'ai vu la table où j'avais mangé seul pendant la première année dans cette maison, apprenant ses craquements et ses motifs de lumière, et la façon dont le matin la traversait, construisant une vie à partir de petites choses familières. J'ai vu la fenêtre à travers laquelle j'avais regardé ce jardin pendant 3 ans de mariage, à travers des saisons où je croyais comprendre ce que j'avais. J'ai vu ma mère de l'autre côté de la table me regardant avec une expression qui contenait 40 ans de me connaître et une sorte d'amour très spécifique, le genre qui ne vous protège pas des choses difficiles, mais reste à vos côtés quand elles arrivent. D'accord, dis-je. Ma mère tendit la main par-dessus la table et couvrit la mienne de la sienne un instant. Puis elle se rassit et dit, « Appelle Margaret. Dis-lui pour Daniel en tant que bénéficiaire désigné, et ensuite je pense que tu devrais appeler ton amie Diane. » Diane était ma plus vieille amie qui avait été témoin à mon mariage et qui travaillait comme parajuriste de contentieux et qui m'envoyait des messages textes prudents et mesurés depuis que je lui avais donné les grandes lignes de la situation la veille au soir. Elle était, comme ma mère le savait, exactement le genre de personne que vous vouliez dans la pièce quand vous construisiez quelque chose qui devait tenir. J'ai appelé Margaret en premier. Elle a reçu l'information sur Daniel avec un bref silence puis a dit, « Cela change considérablement le tableau civil. Cela change aussi potentiellement le tableau criminel. Je vais avoir besoin que vous réfléchissiez attentivement à ce que vous voulez poursuivre et à quel niveau. La fraude impliquant des documents falsifiés et des bénéficiaires désignés peut passer du domaine civil au domaine criminel. Je veux que vous compreniez toute l'étendue des conséquences avant de prendre cette décision. » Je comprends, dis-je. Une chose de plus, dit Margaret. Steven a confirmé ce matin. Le compte de destination de ces virements est enregistré au nom d'une entité commerciale, une entreprise individuelle appelée PH Family Holdings. Les initiales de Patricia sont PH. Son nom complet est Patricia Helen. J'expirai lentement. Donc, Daniel envoyait de l'argent à sa mère depuis notre compte joint pendant plus d'1 an. Cela semble être le cas. Les montants sont cohérents avec des virements volontaires continus plutôt qu'une transaction unique. Nous pouvons argumenter l'intention et la connaissance, mais je veux que vous soyez préparés à la possibilité que l'équipe juridique de Daniel, si cela en arrive là, soutienne qu'il aidait simplement sa mère et ne comprenait pas que le compte était une propriété matrimoniale. Il savait, dis-je, et je le dis sans passion, sans tremblement, avec la même certitude catégorique avec laquelle on donne l'heure ou la météo. Il savait. Je vous crois, dit Margaret. Maintenant, assurons-nous que nous pouvons le prouver. Diane arriva cet après-midi-là. Elle entra avec son cerveau de parajuriste pleinement opérationnel, ce qui signifiait qu'elle arriva avec son propre bloc-notes juridique jaune et l'énergie vive et concentrée de quelqu'un qui a rangé ses sentiments dans un compartiment bien ordonné au fond de son esprit et l'a verrouillé. Du moins pour l'instant. Elle me serra dans ses bras un long moment dans l'entrée, correctement. Le genre de câlin qui dit, « Je suis furieuse en votre nom et aussi je suis là. » Et puis elle recula et me regarda et dit, « Dis-moi que tu as les relevés bancaires. » J'ai les photographies. Suffisant pour l'instant. Nous assignerons les originaux. Elle entra dans la cuisine et s'assit en face de ma mère qu'elle avait rencontrée à plusieurs reprises et qu'elle respectait clairement. Et elles se regardèrent toutes les deux avec une reconnaissance mutuelle particulière de femmes qui avaient chacune géré indépendamment une crise avec compétence et sans panique. « Que devons-nous accomplir avant ce soir ?» demanda Diane à ma mère. Elle a un dîner avec lui, dit ma mère, qu'elle va maintenir. Il ne peut pas savoir que quelque chose a changé. Diane me regarda. Peux-tu faire ça? Je pensais aux pattes de la veille, au sourire, à la façon dont il avait dit, je demanderai les détails à maman. Et j'avais dit, super. Et le monde avait continué de tourner. Oui, dis-je. Nous avons travaillé tout l'après-midi. Diane fit une liste de tous les documents qui seraient nécessaires pour toute action en justice ultérieure. Ma mère prit des notes dans son écriture précise et menue sur la chronologie telle qu'elle la comprenait, quand Patricia était allée voir Vera, quand Daniel avait commencé les virements, quelle était la séquence probable des événements prévus. Steven envoya un résumé préliminaire des conclusions à Margaret qui confirmait les 12 mois de virements vers PH Family Holdings totalisant $9,800. Margaret déposa une deuxième requête protectrice concernant le titre et prit rendez-vous pour le lendemain matin avec un collègue spécialisé dans les affaires de fraude criminelle. À 16 heures, la table était couverte de papiers et de notes, et j'étais assise au centre de tout cela dans ma propre cuisine, dans ma propre maison, à la table que l'argent de ma grand-mère m'avait aidé à acheter. Et je ressentis quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir.
Ni peur, ni chagrin, ni même colère. Ce que je ressentais était une sorte de préparation nette et froide. Le genre qui vient quand on a cessé d'attendre que quelque chose se résolve de lui-même et qu'on a décidé de le résoudre soi-même. Le genre que ma mère m'avait montré toute ma vie. Il va s'attendre à ce que je parle du conseiller financier, dis-je. Que dois-je dire? Dis oui à la réunion, dit ma mère sans hésitation. Fixe une date la semaine prochaine. Donne à Margaret le temps de faire vérifier le conseiller avant que tu n'entres dans cette pièce. Et s'il pose des questions sur la maison, sur les finances en général, dis-lui que tu y as réfléchi et que tu veux être plus impliqué dans les finances du ménage à l'avenir, que la situation de l'emploi t'a fait réaliser que tu étais trop en retrait. Elle me regarda fixement. C'est vrai, en fait. Laisse la vérité faire le travail. J'acquiesçai. Clara, dit Diane. Elle me regardait avec le genre de franchise qui l'avait rendue bonne dans son travail pendant 12 ans. Ça va aller ce soir? Être assise en face de lui au dîner, sachant ce que tu sais. Je regardais le boulot par la fenêtre, ses branches blanches nues contre le ciel gris de l'après-midi. Je suis assise en face de lui depuis 3 ans, dis-je. Je ne savais juste pas ce que je regardais. Le dîner de ce soir-là fut du poulet et des légumes rôtis parce que c'est ce que j'avais sorti du congélateur ce matin-là, et j'avais refusé de laisser une quelconque partie de ce que je savais maintenant changer la forme de ma journée visible. Pas d'un seul degré. Daniel rentra à 18h40, plus tard que d'habitude, et quand il entra dans la cuisine, il sembla légèrement rougi, le visage brûlé par le vent, j'aurais dit la veille, mais je ne le lisais plus de la même manière que la veille. Et ce que je voyais, c'était quelqu'un qui venait d'un autre endroit que le chantier qu'il avait mentionné ce matin. Il y avait de la circulation, dit-il. Je m'en doutais, dis-je. Le dîner est dans 20 minutes. Il se lava les mains à l'évier de la cuisine, debout à côté de moi pendant que je finissais les légumes. Et je lui tendis les pinces pour mélanger la salade qui attendait dans le bol sur le comptoir. Et nous nous sommes déplacés dans la cuisine comme nous l'avions toujours fait, comme des gens qui connaissent les rythmes de l'autre, qui ont appris l'espace de l'autre. Et je pensais, voilà à quoi ressemble la trahison de l'extérieur. Exactement comme ça. Exactement comme rien. Pendant le dîner, il me demanda si j'avais réfléchi davantage à l'idée du conseiller financier. Oui, dis-je. Je pense que cela pourrait être utile. Honnêtement, je veux être plus engagé dans notre situation financière. Le problème du travail m'a fait réaliser à quel point je comptais sur le fait que les choses s'arrangeraient toujours. Daniel me regarda de l'autre côté de la table avec une expression que j'avais autrefois lue comme une affection réfléchie et que je lisais maintenant comme quelque chose de légèrement plus actif. L'expression de quelqu'un qui suit la position d'une variable. Je pense que c'est vraiment sain, dit-il. Je suis content que tu te sentes comme ça. Quand ta mère pense-t-elle à la réunion? Je l'appellerai demain et fixerai une date. Probablement la semaine prochaine. Bien sûr, dis-je. Fais-moi savoir. Après le dîner, il proposa de faire la vaisselle. Je le laissai faire. Je restais assise à la table de la cuisine avec un verre d'eau et le regardais à l'évier, le dos tourné vers moi. La position familière de ses épaules, la façon dont il inclinait la tête quand il pensait à quelque chose, un geste que j'avais autrefois trouvé entièrement attachant, l'équivalent physique de quelqu'un qui se tait pour mieux entendre. Je le regardais et je pensais aux 11 années de mariage de ma grand-mère avant qu'elle ne comprenne que la maison où elle vivait était utilisée contre son gré et comment elle avait passé les dernières décennies de sa vie à s'assurer que la leçon qu'elle avait apprise ne soit pas héritée par ses enfants et petits-enfants comme une blessure mais comme un avertissement. Ceci est à toi. Garde le tien. Elle savait. Elle avait toujours su que l'amour et la propriété pouvaient être retournés l'un contre l'autre par des gens qui comprenaient la valeur de la patience. Et, dit Daniel, se tournant de l'évier avec le torchon. Ça va? Juste fatigué, dis-je. Il hocha la tête, vint et posa sa main sur mon épaule un instant, et je regardai le grain de la table de la cuisine et gardai mon visage entièrement calme. Ça va aller, dit-il. Nous allons trouver une solution. Je sais, dis-je. Il monta à l'étage. Je restai à table jusqu'à ce que j'entende la télévision s'allumer dans la chambre. Et puis je sortis mon téléphone et envoyai 3 mots à ma mère par SMS. Toujours bon. Demain. Elle répondit immédiatement. Je suis là. Vendredi matin, Margaret appela à 8h15.
Le rapport complet de Steven était prêt. Les virements vers PH Family Holdings avaient commencé 16 mois plus tôt, 2 mois après que j'avais mentionné, lors d'un dîner de famille que j'avais presque oublié, que mon entreprise me considérait pour un poste de direction avec une rémunération substantiellement plus élevée. La mention avait été décontractée, joyeuse, le genre de choses que l'on partage à une table pleine de gens en qui l'on a confiance. Daniel avait été là, Patricia avait été là, et 2 mois plus tard, les virements avaient commencé. Le conseiller financier que Patricia avait recommandé était un homme nommé Gérald Marsh, qui était agréé et avait un casier judiciaire vierge. Mais que les recherches de Margaret avaient révélé avoir géré 3 transactions immobilières au cours des 4 dernières années impliquant l'agence de Johanna. La connexion n'était pas illégale, mais c'était une connexion, et cela comptait. Sa spécialité, nota Margaret, était la restructuration de patrimoine et d'actifs, spécifiquement le genre qui impliquait de consolider des biens détenus conjointement sous un seul nom pour l'efficacité fiscale et la simplicité de la planification successorale. Ce n'est pas un conseiller, dis-je. C'est la prochaine étape du plan. C'est ma lecture, dit Margaret. Si vous étiez entré dans cette réunion en tant que femme qui venait de perdre ses revenus et cherchait des conseils financiers, il vous aurait recommandé de transférer le titre de propriété de la maison à un fonds fiduciaire conjoint avec Daniel comme fiduciaire principal. Étant donné la situation d'emploi actuelle de Clara, un seul nom serait légalement plus propre et Patricia comme cofiduciaire pour la continuité. L'architecture élégante et terrible de tout cela. Pas une prise soudaine, un transfert de contrôle progressif, d'apparence légale, construit à partir de papier, de patience et des conseils apparemment raisonnables de professionnels agréés qui étaient tout sauf neutres. Je veux aller à la réunion, dis-je. Margaret resta silencieuse un instant. Vous voulez la laisser se dérouler. Je veux entrer dans cette pièce avec tout ce que je sais et regarder Gérald Marsh recommander exactement ce que vous avez dit qu'il recommanderait et je veux que ce soit enregistré. Je réfléchis un instant. Pouvez-vous être là? Pas ouvertement, dit-elle. Mais il y a des façons d'être présente qui ne sont pas ouvertes. Une autre pause. Vous comprenez qu'une fois que cela devient actif, une fois que vous êtes dans cette pièce, il n'y a plus de retour à la position passive. Je sais, dis-je. J'ai été en position passive pendant 16 mois. J'en ai assez. Je l'entendis écrire quelque chose sur le bloc-notes juridique. Je ferai les arrangements, dit-elle. Ma mère et moi avons marché dans le jardin cet après-midi-là. Il faisait assez froid pour que notre souffle soit visible, et l'herbe était douce et légèrement humide sous les pieds, et le bouleau au bord du mur de pierre avait tout perdu maintenant, sauf quelques dernières feuilles tenaces aux extrémités des branches les plus hautes. Nous avons parcouru le périmètre du jardin comme nous le faisions parfois en été, lentement, sans but précis. Et ma mère me montra les endroits où elle se souvenait que j'avais planté des bulbes l'année où j'avais emménagé. Les endroits qui sortiraient au printemps, tulipes et narcisses, insensibles à tout ce qui s'était passé au-dessus du sol. Quand je suis arrivé dans ce pays, dit ma mère, non pas pour la première fois, mais d'une manière qui semblait nouvellement pertinente. Je n'avais rien qui ne pouvait pas être pris. Je ne parlais pas bien la langue. Je ne connaissais pas les lois. J'avais une valise et Vera et ton père, qui était encore ton père à l'époque. Elle fit une pause, inclinant légèrement son visage vers le ciel pâle. La première chose que j'ai apprise, c'est que les seules choses qui ne pouvaient pas être prises étaient celles que l'on comprenait complètement, pas celles que l'on espérait sûres, celles que l'on savait sûres parce qu'on savait exactement ce qu'elles étaient. Où elles se trouvaient et qui avait une revendication sur elles. Vous parlez de moi et de la maison, dis-je. Je parle de tout, dit-elle. La maison est une maison. On peut reconstruire une maison. Ce que je veux que tu retiennes de cela, c'est la compréhension. Elle me regarda. Pas l'amertume, pas la peur. La compréhension de la loi, de tes propres droits, de qui sont les gens quand leurs intérêts sont clairs. Elle se pensa et toucha le sol près de la base du mur de pierre où les bulbes étaient enterrés et attendaient. Ta grand-mère t'a donné cette propriété parce qu'elle voulait te donner une fondation. Ce que Patricia voulait faire, c'était transformer cette fondation en son propre levier. La distinction est importante. La fondation est toujours là. Je m'accroupis à côté d'elle et touchai aussi le sol. C'était froid et légèrement granuleux et très réel. Que penses-tu qu'il va se passer avec Daniel, dis-je. Ma mère resta silencieuse un instant. Le jardin était très immobile autour de nous, le bouleau nu contre le ciel blanc, le mur de pierre patiné et solide. Je pense, dit-elle prudemment,
que Daniel est un homme qui a choisi la facilité à chaque tournant, non pas la cruauté, la facilité. Il n'a pas conçu cela, mais il ne l'a pas arrêté. Et je pense que quand ce sera fini, tu devras décider si un homme qui choisit la facilité à chaque tournant est l'homme que tu veux à tes côtés pour les 40 prochaines années. Elle se leva et brossa la terre de ses mains. Mais c'est une question pour après, pas pour maintenant. Après, acquiesçai-je. Nous restâmes dans le jardin, toutes les deux, et je regardai le boulot et sentis la présence de ma grand-mère d'une manière qui n'était pas mystique, mais extrêmement spécifique. La présence de quelqu'un dont les choix avaient façonné le sol sous mes pieds, qui avait compris que l'amour, la propriété et le pouvoir n'étaient pas des sujets distincts. Qu'ils étaient tissés les uns dans les autres avec une patience et une précision qui pouvaient travailler pour vous ou contre vous, selon la clarté avec laquelle vous voyez. Je voyais clairement maintenant. Demain, la réunion avec Gérald Marsh. La réunion était prévue pour mardi à 14 h dans une salle de conférence beige du centre-ville qui sentait l'air recyclé et le papier d'imprimante frais. Le genre d'espace professionnel neutre conçu pour que tout ce qui s'y passe semble routinier et irréprochable. Margaret avait arrangé que sa collègue Élise assiste en tant que ma conseillère financière. Le rapport complet de Steven était dans mon sac. Mon téléphone, dans la poche intérieure de mon manteau, était réglé pour enregistrer. Patricia avait choisi le lieu. Johanna n'était pas là. Son absence me dit que quelqu'un du groupe avait décidé que la réunion devait avoir l'air propre. Gérald Marsh se leva quand nous entrâmes, agréable et oubliable avec la chaleur exercée d'un homme qui avait fait en sorte que les gens se sentent aidés tout en déplaçant leurs actifs dans la mauvaise direction pendant de nombreuses années. Daniel était déjà à table. Il n'avait pas mentionné qu'il viendrait. Patricia n'avait pas mentionné qu'il serait là. Je vis son visage enregistrer Élise dans la demi-seconde avant qu'il ne contrôle son expression, et je le notai sans montrer que je l'avais fait. La présentation de Gérald était fluide. En 15 minutes, il arriva, comme Margaret l'avait prédit, à sa recommandation. Transférer le titre de propriété de la maison à un fonds fiduciaire conjoint avec Daniel comme fiduciaire principal. Étant donné la situation d'emploi actuelle de Clara, un seul nom serait légalement plus propre et Patricia comme cofiduciaire pour la continuité. Préparé par qui, demanda Élise agréablement quand Patricia commença à expliquer que tout document portant mon nom n'avait été que préliminaire. Patricia s'arrêta. Je sortis le rapport de Steven de mon sac et le posai sur la table. 16 mois de virement de notre compte joint vers PH Family Holdings, dis-je. 9 800 $ et une procuration falsifiée apportée au bureau de notaire de ma tante il y a 3 semaines portant ma signature. Ma tante a fourni un affidavit signé. J'ai la photographie du document. Gérald ferma son dossier, regarda un point fixe sur la table, et en 4 minutes s'excusa et partit. La porte se referma derrière lui. Nous étions 4 assis sous la lumière fluorescente plate. Patricia, Daniel, Élise et moi. Daniel regarda la table. Puis il regarda sa mère. Puis il me regarda et son visage était ouvert d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis très longtemps. Dépouillé de la gestion prudente et agréable qu'il avait effectuée, montrant quelque chose de brut en dessous. Épuisement, honte. Le regard d'un homme qui a porté quelque chose dans la mauvaise direction jusqu'à ce que ses bras lâchent. Je savais pour les virements, dit-il avant que quiconque puisse parler. Elle m'a dit que c'était des économies familiales. Je me suis dit que c'était raisonnable. Il s'arrêta. Je ne savais pas pour le document. C'est vrai. Mais je connaissais la direction et je ne l'ai pas arrêté. Daniel, dit Patricia d'une voix sèche. Non, lui dit-il, et il y avait une fermeté que je l'avais rarement entendu utiliser avec elle. La fermeté d'un homme qui a atteint le point au-delà duquel l'habitude ne peut plus le porter. Patricia me regarda. La chaleur qu'elle maintenait en permanence était partie. Ce qui restait était quelque chose de plus dur et de plus honnête. Le visage d'une femme qui a joué un jeu prudent et se trouve maintenant en face de quelqu'un qui a vu chaque mouvement. « Que veux-tu » dit-elle. Je lui ai dit. Les 9 800 $ restitués dans les 30 jours. Une lettre signée reconnaissant que le document était non autorisé et la signature falsifiée. Un accord formel documenté par un avocat pour se retirer définitivement de toute affaire concernant ma propriété, mes revenus ou mon mariage. Et la plainte pénale, dit-elle. Reste en suspens, dis-je, tant que l'accord est respecté. Je ne suis pas intéressé à détruire votre vie, Patricia. Je suis intéressé à protéger la mienne.
Elle regarda son fils. Quoi qu'il se soit passé entre eux dans ce regard, j'en étais exclu. Un langage construit sur des décennies que je ne connaîtrai jamais pleinement. Puis elle hocha la tête une fois, précisément. Mon avocate contactera la vôtre, dit-elle. Je rentrai seul en voiture dans l'obscurité naissante, les lumières de la ville s'allumant une par une le long d'une route que j'avais empruntée 100 fois. Mes mains étaient stables sur le volant. Mon esprit était calme comme une chose qui a été sous pression pendant longtemps et s'est finalement libérée proprement. Ma mère était à la maison. Elle avait fait de la soupe de lentilles, celle au paprika fumé, celle qu'elle faisait pour chaque jour difficile de ma vie. Et la cuisine était chaude de son odeur quand j'entrai. Je restai un instant dans l'entrée, les yeux fermés, et je respirais simplement. Comment ça s'est passé, appelait-elle depuis la cuisine. J'accrochai mon manteau. Ça s'est passé, dis-je. Elle me regarda quand j'entrai, non pas mes mots, mais tout mon être, comme elle l'avait toujours fait, et tout ce qu'elle eut là la satisfit, car elle se retourna vers la cuisinière et servit de la soupe dans 2 bols sans un mot de plus. Daniel et moi nous sommes séparés en février, discrètement, sans avocat. L'amour avait été réel. La compatibilité n'avait pas été suffisante. Et nous l'avions tous deux compris à la fin. Il a déménagé dans un appartement près de son bureau. Nous étions cordiaux. Je pensais que nous finirions par nous entendre vraiment bien. Je n'en étais pas encore là. Patricia a remboursé les 9800 $. La lettre de reconnaissance était dans les dossiers de Margaret. Nous ne nous étions pas parlé depuis la salle de conférence, et je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. En mai, j'étais assise dans le jardin le soir quand les tulipes étaient enfin sorties, celles que j'avais plantées le premier automne où j'avais vécu seul dans cette maison, d'un rouge profond, flamboyante dans la dernière lumière du jour contre le mur de pierre. Ma mère était à l'intérieur en train de faire du thé. L'air sentait la terre chaude et l'herbe nouvelle, et la douceur particulière d'un jardin qui a traversé l'hiver intact. Je regardais la maison derrière moi, le couloir que j'avais repeint, le robinet que j'avais réparé moi-même, la bibliothèque dans le bureau où la note de ma grand-mère se tenait toujours dans son cadre. Et je pensais à ce matin d'il y a 8 mois, quand ma mère avait appelé avant mon réveil et m'avait demandé d'être silencieuse et de lui faire confiance et comment ces 4 mots avaient été le premier mouvement de quelque chose qu'elle avait déjà entièrement réfléchi. Dis-lui que tu es viré. 4 mots qui nous avaient acheté 8 jours. 8 jours pendant lesquels tout avait été préparé, documenté et rendu inattaquable. 8 jours pendant lesquels je suis passé d'une femme qui perdait lentement, silencieusement du terrain, à une femme qui comprenait exactement où elle se tenait, ce qu'elle possédait et ce qui lui était dû. Ma mère sortit avec 2 tasses et s'assit à côté de moi sans parler, et nous avons regardé le jardin ensemble dans la longue lumière du soir. Elle m'a sauvé, dis-je doucement. Ma mère me tendit mon thé. Tu t'es sauvé toi-même, dit-elle. J'ai juste passé l'appel. Les tulipes retinrent la dernière lumière un instant de plus, rouge et absolue. Et puis le soleil se coucha, et elles redevinrent simplement des fleurs, ordinaires, vivantes, enracinées dans un sol qui était le mien. Ma grand-mère avait écrit, « Ceci est à toi. Garde le tien. » Je compris enfin qu'elle n'avait pas du tout écrit à propos de la maison.